Quand on pense à Jimi Hendrix, on a des images en tête, comme par exemple ses vestes en velours, ses talents de guitariste ou sa performance légendaire au festival de Woodstock. Mais derrière ce personnage se cache en vérité une vie très compliquée. Au-delà des lumières de la scène, Jimi Hendrix a vécu une enfance tumultueuse, notamment avec des violences parentales. Son charisme et son génie musical cachaient en réalité des problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie de Jimi Hendrix et l'héritage qu'il a laissé au XXe siècle. Lorsque nous parlons d'une enfance tumultueuse et désastreuse, nous entendons des moments difficiles sans mentor ou entre les mains de différentes personnes qui n'ont pas toutes pu vous prodiguer les soins que vous méritez. Et l'histoire de Jimi n'est pas différente. L'enfance de Hendrix a été marquée par l'absence de son père, Al. Né sous le nom de Johnny Allen Hendrix à Seattle pendant la Seconde Guerre mondiale, Jimi est entré dans le monde au milieu des fonctions militaires de son père. Son père venait d'épouser Lucille, la mère de Jimi, avant qu'il ne soit enrôlé dans l'armée 3 jours plus tard. Lucille était enceinte à ce moment-là, et Al espérait obtenir un congé pour être avec elle pendant ou après la naissance de Jimi. Cependant, en raison de la distance entre son unité et Seattle, la demande d'Al a été refusée. Peu de temps après, Al s'est retrouvé confiné dans une prison militaire pour l'empêcher de s'absenter sans autorisation. Il y est resté plus d'1 mois sans être inculpé ni jugé. Pas facile à l'époque, puis même la désertion pas très appréciée. Pendant ce temps, Jimi, surnommé Johnny, a été confié à la garde de sa grand-mère maternelle, Clarisse, alors que Lucille devenait de plus en plus difficile à contacter pour Al. En conséquence, Jimi a été partagé entre différentes personnes au cours de ses premières années. Ce n'est qu'en 1945, alors que Jimi avait environ 3 ans, qu'Al revint du service et rencontra son fils pour la première fois. Cependant, à son retour, Al craignait que le prénom de Jimi, Johnny Allen, puisse être associé à quelqu'un avec qui Lucille avait été infidèle pendant son absence. En réponse, Al a décidé de changer le nom de son fils en James Marshall Hendrix. L'administratif, apparemment, à l'époque, ça causait pas trop de problèmes pour changer de prénom ou de nom. Cette absence de figure paternelle pendant les années de formation de Jimi a sans aucun doute eu un impact significatif sur son enfance. Cela l'a laissé, au sein de divers membres de sa famille et de femmes, contribuant ainsi à un sentiment d'instabilité et d'incertitude au cours de ses premières années. Le mariage d'Al et Lucille était loin d'être heureux, marqué par de fréquents conflits et troubles qui ont profondément affecté leur enfant, Jimi, et son jeune frère Léon. Leur relation était tendue avant même le service militaire d'Al, car il avait déjà tenté de demander le divorce alors qu'il était à l'étranger pendant la guerre. Cependant, à son retour aux États-Unis en 1945, Al accepta de donner une autre chance à leur mariage. C'est bien, le mec est courageux en tout cas. Même si on n'est jamais à l'intérieur d'un couple, donc on sait à peu près ce qui se passe, mais on connaît pas toute la vérité. Donc c'est bien, a priori, de laisser une deuxième chance. Malgré cette tentative de réconciliation, la relation entre Al et Lucille est restée volatile, souvent alimentée par une consommation excessive d'alcool et des fêtes qui dégénéraient en disputes houleuses. James et Léon ont été témoins des fréquentes bagarres de leurs parents, qui duraient parfois toute la journée, créant un environnement tendu et instable pour les jeunes garçons. Bien qu'Al n'ait jamais été physiquement violent avec Lucille, elle a été décrite comme ayant un caractère fougueux, surtout lorsqu'elle était en état d'ébriété. Elle attaquait Al avec tout ce qui était à portée de main lorsqu'elle était en colère. Les conflits constants entre leurs parents sont devenus un schéma familier pour James et Léon, qui ont appris à anticiper et à se cacher des conflits imminents. Ils cherchaient refuge dans un placard en attendant que les combats s'apaisent. Finalement, Lucille a quitté la maison familiale et, en 1951, Al a demandé le divorce et a obtenu la garde complète de James et Léon. Tragiquement, cette séparation a également conduit au placement de leur plus jeune frère, Joe, dans une famille d'accueil, fracturant encore davantage la famille. En raison de la relation tumultueuse de leurs parents et du divorce qui a suivi, James et ses frères ont connu une perturbation importante de leur vie de famille et ont été séparés l'un de l'autre pendant des années. Ces premières expériences d'instabilité et de conflit au sein de la famille laisseront un impact durable sur James, façonnant sa vision des relations et influençant sa vie future et sa musique. C'est vrai que quand on regarde le passé de Jimi Hendrix dans une famille violente où il y a tout le temps des bagarres, des insultes, pour se construire, c'est vraiment pas facile, quoi.
La passion de Jimmy pour la musique s'est enflammée dès son plus jeune âge, bien avant de devenir un nom connu dans le monde du rock'n'roll. En tant qu'élève d'école primaire, il a montré son penchant musical en improvisant avec un manche à balai prétendant que c'était une guitare. Selon son père, Jimmy s'asseyait au bord de son lit, grattant l'instrument de fortune comme s'il jouait sur scène. Cependant, ce n'est que lorsqu'il est tombé sur un ukulélé cabossé avec une seule corde, alors qu'il aidait son père à nettoyer la maison de quelqu'un, que Jimmy a trouvé un véritable instrument à jouer. Malgré ses fonctionnalités limitées, Jimmy a appris à jouer de la musique à l'oreille, maîtrisant le ukulélé et parvenant même à jouer avec ses chansons préférées comme Hound Dog d'Elvis Presley. À l'âge de 15 ans, Jimmy acquiert enfin sa première guitare acoustique, une étape importante dans son parcours musical. Cependant, il y avait un problème. La guitare était pour les droitiers, tandis que Jimmy préférait jouer avec sa main gauche. Sans se laisser décourager par cet obstacle, Jimmy a pris la décision audacieuse de jouer de la guitare à l'envers, une approche unique qui deviendra sa marque de fabrique tout au long de son illustre carrière. Tragiquement, au milieu du talent musical naissant de Jimmy, un événement dévastateur a ébranlé son monde. En 1958, l'année même où il achète sa première guitare, la mère de Jimmy, Lucille, décède. Elle a été retrouvée inconsciente dans une ruelle devant un bar et a été transportée d'urgence à l'hôpital, où elle a succombé à une rupture de la rate quelques heures plus tard. La santé de Lucille se détériorait depuis des mois à cause d'une cirrhose du foie, conséquence de son abus d'alcool. Sa mort soudaine a profondément affecté Jimmy et son jeune frère, Léon, les laissant dévastés. Pour aggraver leur chemin, leur père, Al, a refusé de les laisser assister aux funérailles de leur mère, une décision que ni Jimmy, ni Léon ne pouvaient pardonner. C'est horrible, le mec déjà a une vie horrible, sa mère décède et... Bon, malgré les conflits dans la famille, leur père empêche ces garçons, en fait, d'aller à l'enterrement de leur mère. C'est horrible, en fait. Moi, je trouve ça juste horrible. Au lendemain du décès de sa mère, Jimmy s'est plongé dans la musique pour faire face à sa profonde perte. La musique était une source de réconfort et un moyen de gérer son chagrin. Son entrée dans l'industrie musicale a également connu des débuts difficiles. Au départ, il a débuté sa carrière de musicien en assumant divers rôles pour différents groupes. Son premier concert, organisé dans le sous-sol d'une synagogue de Seattle, ne s'est pas déroulé comme prévu. Les pitreries enthousiastes de Jimmy sur scène ont conduit à son licenciement avant même la fin du spectacle. Le mec est fort quand même, et il joue dans un groupe et tout ça, et... Avant même que le spectacle se termine, le mec est déjà viré. C'est fort quand même. Malgré ce revers, il trouve rapidement une place plus permanente sur la scène musicale en rejoignant son premier groupe, The Velvetones. Cependant, la guitare acoustique de Jimmy avait du mal à rivaliser avec le son du groupe, ce qui a incité son père, Al Hendrix, à acheter à son fils sa première guitare électrique en 1959, une Supro aux arcs blanches. Avec sa nouvelle guitare électrique en main, Jimmy a continué à poursuivre ses aspirations musicales, jouant avec divers groupes qui ont subi plusieurs changements de nom, notamment The Rockin' Teens, The Rockin' Kings et Thomas and the Tomcats. Cependant, sa carrière musicale naissante a été interrompue de manière significative lorsqu'il a été arrêté au volant d'une voiture volée en 1961, à l'âge de 18 ans. Face au choix entre la prison et l'enrôlement dans l'armée américaine, Jimmy a opté pour cette dernière solution et a été envoyé à l'entraînement de base. Tu veux sortir le chat? Ah. Bon bah je reviens, je vais sortir le chat. Pendant son service militaire, la nature rebelle de Jimmy s'est heurtée à l'environnement régimenté de l'armée. Alors qu'il était en poste à Fort Ord, en Californie, et plus tard dans la 101e division aéroportée du Kentucky, Jimmy s'est fait connaître pour son dévouement inébranlable à sa guitare. Malgré la désapprobation de ses pairs et de ses supérieurs, Jimmy a continué à s'entraîner sans relâche, jouant souvent toute la nuit. Ce dévouement lui a valu à la fois l'admiration et le ressentiment de ses camarades soldats, qui l'ont fréquemment intimidé physiquement et verbalement, allant même jusqu'à lui voler sa guitare, la cachant jusqu'à ce qu'il plaide pour sa restitution. Faut pas faire ça, c'est... Une phrase que je ressors souvent, pif paf pouf, être méchant, c'est pas ouf. N'importe quoi. Non mais en vrai, c'est juste horrible. Après, sa guitare, c'est peut-être celle que son père lui a offerte ou une autre, mais généralement, ces instruments de musique, on y tient. Donc, j'ai rien d'autre à dire que c'est méchant, mais en fait, faut pas faire ça. C'est juste horrible, quoi. Après avoir enduré des mois de difficultés et de mauvais traitements, le manque d'intérêt de Jimmy pour la vie militaire a attiré l'attention de ses supérieurs. Son sergent de peloton a déposé un rapport officiel critiquant la conduite de Jimmy et a suggéré sa libération de l'armée. Finalement,
Un an plus tard, Jimmy a été honorablement libéré de l'armée à l'âge de 19 ans, mettant ainsi fin à sa période tumultueuse dans les forces armées et marquant le début de son extraordinaire carrière musicale. Après avoir quitté l'armée et être revenu à la vie civile, Jimi Hendrix s'est lancé dans un voyage à travers l'industrie musicale, travaillant d'abord comme musicien d'accompagnement pour des artistes de renom, comme Wilson Pickett et Sam Cooke. Au début des années 1960, il se retrouve à Harlem où il rejoint The Upsetters, le groupe d'accompagnement du légendaire chanteur Little Richard. Malgré son talent de guitariste, la personnalité flamboyante de Jimmy se heurtait souvent aux normes strictes et à la ponctualité de Little Richard. Selon Robert Pennyman, le frère de Little Richard, l'habitude de Jimmy d'être en retard pour le bus et son comportement coquin avec les fans féminines ont conduit à de fréquents désaccords. Les tensions entre Jimmy et Little Richard ont finalement atteint leur paroxysme en 1965 lorsque Jimmy a été renvoyé du groupe. Bien qu'il s'agisse d'un revers à l'époque, cet événement marque un tournant dans la carrière de Jimmy. Un an plus tard, en 1966, Jimi Hendrix a été découvert et signé par le producteur Chas Chandler, ce qui a conduit à la formation de The Jimi Hendrix Experience. Avec cette nouvelle aventure, Jimmy était sur le point de devenir une icône du rock, laissant derrière lui les conflits de son passé avec Little Richard. Cependant, l'ascension de Jimmy vers la gloire s'est accompagnée de luttes personnelles, notamment de son implication bien documentée dans la contre-culture de la drogue des années 1960. Il a expérimenté le LSD, le cannabis, le hashish et diverses autres drogues, reflétant le style de vie hédoniste qui prévaut dans la scène rock'n'roll. Son penchant pour l'alcool a également contribué à sa vie personnelle tumultueuse, marquée par des épisodes de violence domestique contre ses petites amies et ses amantes. Selon les témoignages d'amis et de connaissances comme Eric Burdon et Herbie Worthington, le comportement de Jimmy changeait souvent après avoir consommé de l'alcool, entraînant des accès de violence et des actions erratiques. Peut-être que, quand il était enfant, ce qu'il voyait de la part de ses parents, ça l'a probablement influencé lui aussi à devenir violent, et le fait qu'il a un passé triste à s'enfermer dans l'alcool, dans la drogue, et même quand on regarde pendant son service militaire, quand il a collaboré avec Little Richard, même le groupe avant l'armée, en fait, il est rebelle. D'après moi, son passé, son enfance, en fait, a eu une très mauvaise influence. Et j'ai le chat qui miaule encore une fois derrière la porte, donc je vais aller m'occuper de lui. 6 months later. À mesure que la renommée de Jimi Hendrix atteignait de nouveaux sommets, les défis auxquels il était confronté augmentaient également. À New York, où il s'est établi, les tensions s'intensifient avec les gangsters associés à son manager, ajoutant à ses ennuis croissants. Cherchant refuge contre la tourmente, Jimmy entreprit une tournée en Europe, dans l'espoir de trouver du réconfort face aux pressions de sa vie aux États-Unis. Cependant, le répit qu'il recherchait restait insaisissable. Au cours de la tournée européenne, la lassitude et la désillusion de Jimmy sont devenues de plus en plus évidentes. Au Danemark, il a exprimé franchement son bouleversement émotionnel en déclarant à un journaliste « New York est en train de me tuer en ce moment ». Malgré ses tentatives pour trouver du réconfort à l'étranger, Jimmy n'a trouvé aucun répit face au poids de sa renommée et de ses luttes personnelles. Le point de rupture est survenu lors d'un festival en Allemagne. Confronté à une scène mouillée et à la peur de l'électrocution, Jimmy a d'abord refusé de se produire, reflétant son anxiété et son appréhension croissante. Lorsqu'il est finalement monté sur scène, sa performance a été gâchée par l'ivresse, suscitant les huées de la foule déçue. La scène chaotique s'est encore intensifiée lorsque les Hells Angels, chargés d'assurer la sécurité, ont incendié la scène, abattu un roadie et a attaqué son directeur de tournée. Ce fut une fin tumultueuse et violente pour la série, marquant un chapitre tragique dans la carrière de Jimmy. Les événements de ce festival fatidique en Allemagne serviront finalement de dernier rappel pour Jimi Hendrix. Le matin du 17 septembre 1970, Jimi Hendrix se réveille tard dans la chambre d'hôtel londonienne de Monica Danman. Danman, sa petite amie de l'époque, jouera plus tard un rôle central dans les événements qui se sont produits ce jour fatidique. Les dernières images connues de Jimmy ont été capturées dans le jardin de Danman, où il a posé avec son emblématique Stratocaster, connu sous le nom de la beauté noire. La journée s'est déroulée avec des activités banales, comme faire du shopping dans les rues de Londres, pendant que Jimmy et Monica passaient du temps ensemble. Plus tard dans l'après-midi, Jimmy et Monica ont rencontré Devon Wilson, également connu sous le nom de Dolly Dagger, une femme ayant des liens avec diverses stars de la musique, dont Eric Clapton, Mick Jagger et Miles Davis. La présence de Wilson a ajouté un air d'intrigue au récit, étant donné sa réputation de super groupie,
au style de vie glamour mais controversé. À la tombée de la nuit, Jimmy s'est retrouvé chez des inconnus, invité à prendre le thé, mais, de manière inattendue, lui a proposé du vin et du hashish à la place. Mal à l'aise avec la situation, Monica est partie avec Jimmy, déclenchant une vive dispute alimentée par sa jalousie envers les femmes de la vie de Jimmy. De retour à l'hôtel Denman, Jimmy a pris un bain et a commencé à rédiger ce qui allait devenir ses derniers mots dans une chanson intitulée The Story of Life, reflétant son état d'esprit. Les tensions entre Jimmy et Monica ont persisté tout au long de la soirée, ce qui a conduit Monica à quitter Jimmy à une fête à laquelle ils étaient invités. De 2h du matin jusqu'à sa mort tragique, seule Monica Denman était présente. Elle affirme être la seule témoin des événements qui se sont déroulés. Selon son récit, ils sont retournés à l'hôtel et elle a préparé un sandwich au thon à Jimmy avant de se coucher. À 6h du matin, Monica allègue que Jimmy était toujours éveillé et demandait des somnifères. Elle a d'abord insisté pour qu'il attende. À l'aube, Monica et Jimmy ont pris des somnifères. La combinaison d'alcool, de Vesparax et d'autres substances s'est avérée mortelle. Jimmy, dans un état altéré, a aspiré du vomi dans ses poumons. Alors que le soleil se levait le 18 septembre 1970, Jimmy, âgé de 27 ans, décédé tragiquement. Alors que les documents officiels attribuent la mort de Jimmy à une intoxication au barbiturique et à l'inhalation de vomi, des théories et des complots ont émergé au fil des années. Certains spéculent sur un acte criminel en raison des liens de Jimmy avec son manager, Michael Jeffrey, et des rumeurs d'une police d'assurance vie d'$1 million désignant Jeffrey comme bénéficiaire. En 2009, l'ancien roadie James Tappy Wright a affirmé dans son livre Rock Rudy que Jimmy avait été assassiné par Jeffrey, qui a avoué l'avoir forcé à avaler des somnifères. Jeffrey aurait cru que Jimmy valait plus pour lui mort que vivant. Cependant, ces affirmations restent à prouver et la cause officielle du décès de Jimmy reste enregistrée comme une intoxication accidentelle au barbiturique. Jeffrey lui-même est mort dans un accident d'avion en 1973, ajoutant une autre couche de mystère à la disparition tragique de Jimi Hendrix. Même si Jimi Hendrix n'est peut-être plus avec nous physiquement, son esprit perdure à travers sa musique, immortalisé dans le cœur et l'esprit de millions de personnes. Nous disons donc adieu à l'homme, au mythe, à la légende, Jimi Hendrix. Un véritable pionnier dont l'impact sur le monde de la musique résonnera à jamais dans les couloirs de l'histoire du rock'n'roll. Que pensez-vous de Jimi Hendrix ? Personnellement, c'est un artiste que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup appris en faisant cette vidéo sur lui. Rien à voir aussi, je pense je vais faire d'autres concepts en rapport avec la pop culture, ça sortira dans les prochaines semaines je pense, on verra. Et si vous me suivez sur Instagram, je fais des petites reviews de films et je parle de musique aussi, et je parle d'artistes que j'aime bien, de jeunes artistes qui mériteraient d'être connus, et même des artistes qui n'ont pas besoin qu'on les fasse connaître vu qu'ils sont reconnus. Voilà, si ça vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez. Moi, ça me fait plaisir de parler avec vous. Donc voilà, c'est si vous avez envie. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.